j'interviendrai vraiment en tant que praticien aujourd'hui, en réalité, que magistrat des comptes, conseiller, rapporteur. Et je vais essayer de vous donner un éclairage, j'allais dire de terrain, par rapport à cette réforme, mais qui ouvre un peu le champ de vos réflexions, au-delà de la dimension juridique, juridictionnelle de ce matin, vers une autre dimension de notre affaire, qui est le contrôle et l'audit interne. Parce que pour revenir à l'origine de cette réforme et du rapport Basser, pas oublier que son idée, son ADN, c'était de limiter, de réduire le champ de la responsabilité juridictionnelle des gestionnaires publics et en particulier des comptables publics, pour finalement ouvrir le champ de la responsabilité managériale. Et quand on dit responsabilité managériale dans l'administration, implicitement, on fait référence à des outils de contrôle et d'audit interne. Donc, je pense qu'il est important d'avoir une vision, si ce n'est 360 degrés, en tout cas équilibrée entre les approches purement juridiques et les approches aussi d'audit des comptes et de la gestion. Alors, mon exposé, puisque je suis délié d'une participation en tant qu'académique, mon exposé de praticien, en fait, sera organisé autour de trois mots, trois temps clés. Ben déjà, vous parlez des pratiques. Comment fonctionne la Cour des comptes, ces magistrats, concrètement, dans la gestion qu'elles ont à faire du contrôle des finances de l'État en général? Ensuite, je vous dirais que finalement, cette approche multiple qu'on a du contrôle financier de l'État nous donne une vision un peu globale du système des gestionnaires publics et de la façon dont le système va évoluer avec cette réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Et là, j'ancrerai beaucoup mon propos dans la relance, le nouvel élan du contrôle et de l'audit au sein des services de l'État. Et j'en terminerai par peut-être une anticipation, en tout cas une inquiétude sur le fait que cette réforme, paradoxalement, si elle se voulait alléger la vie des gestionnaires publics, elle peut paradoxalement la compliquer, en particulier pour ceux des ordonnateurs, sachant que le contrôle et l'audit interne vont venir, j'allais dire, un peu en backup, en soutien d'un allègement de la responsabilité juridictionnelle. Quelques mots sur les pratiques, et là je vais beaucoup enfoncer des portes ouvertes pour ceux qui sont présents à la table, mais pour les étudiants dans la salle, ce n'est pas forcément inutile de revenir à ce que fait la Cour des comptes très concrètement, ce que font les magistrats des comptes et leurs collègues. Alors tout à l'heure, ça a été dit, évaluer, juger, contrôler, certifier. Alors voilà, un juge des comptes, en fait, il fait beaucoup de choses, bien au-delà du jugement des comptes aujourd'hui révolu. Il évalue les politiques publiques, j'en parlerai peu ce matin, ce n'est pas central dans la démonstration, mais c'est une fonction qui va croissante. Et on veut que cette fonction aille croissante et qu'elle occupe jusqu'à pratiquement 20% du temps des personnels fonctionnaires de la Cour des comptes et peut-être un jour à terme des chambres régionales des comptes. Le métier de base qui demeure depuis plus de 200 ans, c'est de contrôler la gestion publique. Et ce contrôle de la gestion publique, c'est un contrôle d'une très grande richesse qui permet, par le biais des communications administratives de la Cour, de faire des recommandations, des constatations, mais sous une tonalité, j'allais dire, de communication administrative, sans sanction a priori. Mais ce contrôle de la gestion, il est aussi l'occasion de rentrer profondément dans une gestion, de voir les pièces, de rentrer dans un marché public, et donc de constater potentiellement des irrégularités, des manquements à la probité parfois, et en tout cas aux règles d'exécution de la dépense et de la recette publique. Il peut être, il a été l'occasion de saisie par le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale de l'autorité judiciaire. Il peut être aussi à l'origine, et c'est le cas le plus fréquent, de saisine de la CDBF, où par le constat qu'on faisait d'une irrégularité de gestion, par, j'allais dire, déduction, on allait vers la saisine de la CDBF. Donc ce contrôle de la gestion est très global et il est central dans, j'allais dire, la motorisation des anciens régimes de responsabilité des ordonnateurs, et il demeurera central dans la motorisation, dans la mise en mouvement de l'action de la Chambre du contentieux. En parallèle de ce contrôle de la gestion, longtemps, jusqu'à la fin de l'année dernière, eh bien, il y avait l'examen juridictionnel des comptes des comptables publics. Alors ce travail, maintenant, il est révolu d'une certaine façon, on est passé à autre chose, mais sans sombrer dans la nostalgie, il présentait un certain nombre d'intérêts. Alors certes, il était assez mécanique, objectif, par certains côtés fastidieux, mais il permettait un travail extrêmement rigoureux, périodique, au moins tous les 5 ans, des comptes des comptables publics. Et il laissait pas grand-chose passer en réalité. Il participait de ce qu'on appelait l'ordre public comptable. Alors évidemment, les remises gracieuses, la modicité des DB, on peut se dire que ce système, j'allais dire, il a vécu et il n'était pas forcément de marquer du sceau de la plus haute efficacité. Cependant,
il mettait sous tension de manière permanente le monde des comptables publics. Et il savait, les comptables publics, que tous les 5 ans, un examen précis, parfois tatillon, de leur compte allait être l'objet des investigations du juge des comptes et de ses équipes de vérificateurs. Il avait un caractère dissuasif. Ce régime a disparu. En marge de ce travail d'évaluateur, de juge révolu, et de juge des comptes en tout cas, et de contrôle de la gestion, il ne faut jamais oublier que la Cour des comptes est aussi commissaire aux comptes des comptes de l'État. Alors ça, c'est une activité relativement nouvelle. Elle est portée par la loi organique relative aux lois de finances, qui n'a pas qu'une dimension budgétaire, mais aussi une dimension comptable, puisqu'elle a introduit une comptabilité générale de l'État. Et qui dit comptabilité générale de l'État, dit production par l'État et son teneur de compte, en l'occurrence la DGFiP, d'états financiers. Et ces états financiers, il faut les certifier. Et c'est le rôle de la Cour depuis 2006 que de certifier les comptes. Et j'ai participé, et tous les collègues de la Cour des comptes ne l'ont pas forcément fait, c'est une mission relativement circonscrite et ciblée sur ce qu'on appelle la première chambre de la Cour des comptes, qui est la chambre économique et financière. On passe en revue les états financiers de l'État et cycle par cycle, type d'actif ou type de passif, on va porter un jugement par rapport à la qualité des états financiers relativement à ce qu'on appelle le référentiel national des comptes de l'État, qui est en fait le référentiel sur lequel s'appuie le certificateur des comptes. Dans ce travail, il y a un travail important d'examen de la qualité du contrôle et de l'audit interne de l'administration. Parce que dans les bonnes pratiques de l'auditeur externe, la première chose, le premier réflexe à avoir, c'est de voir comment le contrôle interne et l'auditeur interne, la DGFiP, les inspections générales, travaillent pour assurer la qualité, la fiabilité des informations comptables qui sont portées à la comptabilité générale de l'État. Ce plan est important parce qu'en fait, il donne à la Cour une vision non pas que juridictionnelle et de la gestion au fil de l'eau de tel ou tel établissement ou de tel service, mais il donne à la Cour une vision systémique de la façon dont les services s'organisent pour éviter qu'il y ait des erreurs et a fortiori des fautes. Cette composante-là va me permettre de faire la transition par rapport à la globalité dans laquelle je crois il faut percevoir la réforme financière des gestionnaires publics. Les choses sont claires pour les comptables. Globalement, la réforme va dans le sens d'alléger très, très fortement le champ de leurs responsabilités. De ce point de vue-là, la DGFiP a gagné la bataille. Mais il reste une nouvelle bataille à conquérir, à gagner, c'est celle de maintenir la qualité du travail du comptable. Et là, pour le coup, l'ordre public comptable n'étant plus à la main, en réalité, de la juridiction financière, ce sera la DGFiP, par ses procédures de contrôle et d'audit interne, d'assurer la qualité du fonctionnement de la comptabilité publique. Ça va être des choses très concrètes, parce que même si on ne juge plus et qu'on n'émet plus de DB, concrètement, des gestionnaires publics, des élus locaux, pour ce qui est de la sphère locale, ou au niveau central, on aura toujours à assurer le fait que les dépenses sont correctement, j'allais dire, décaissées, et les recettes, surtout, sont correctement encaissées. Et ça, cet impératif-là va demeurer. Mais maintenant, la responsabilité de cela va incomber d'abord et essentiellement à la DGFiP par ces processus de contrôle et d'audit interne. Donc là, il y a une interrogation sur le trop peu, peut-être le trop peu, et en tout cas, la question qui viendra pour beaucoup de gestionnaires publics, de s'assurer que l'argent rentre concrètement et qu'il sort de manière régulière. Mais je voudrais surtout insister sur les conséquences pour l'ordonnateur de la réforme, parce que dans le rééquilibrage des responsabilités, si la responsabilité du comptable public devant le juge s'efface ou s'atténue grandement, celle de l'ordonnateur, elle, trouve une nouvelle jeunesse. Et là, je voudrais insister sur un point sur lequel on est peu venu ce matin, le fait que cette nouvelle chambre du contentieux de la Cour des comptes, qui va maintenant devoir administrer cette responsabilité financière des gestionnaires publics, elle diffère très grandement de la CDBF. La Cour de discipline budgétaire et financière, en fait, c'était une cour qui siégeait, mais dont les rapporteurs étaient des rapporteurs à temps partiel, des collègues, en général de la Cour ou des chambres générales des comptes, qui faisaient quelques vacations par an pour gérer les arrêts ou les propositions d'arrêt relativement peu nombreuses, même si dans le temps, ça accumule beaucoup de jurisprudence, finalement une activité qui était modeste en termes de temps. Autant un juge des comptes prenait un temps substantiel à gérer et à juger les comptes, et tout le monde à la Cour y est passé, parce que ça faisait partie du cursus honorum et de l'expérience du juge des comptes. Autant la CDBF, peu de magistrats forcément l'ont connu et l'ont pratiqué.
Moi, j'ai l'expérience d'un dossier CDBF, un dossier CDBF. Et là, on va rentrer dans un champ où une vingtaine de collègues, dans une chambre dédiée, la chambre du contentieux, des collègues triés sur le volet, très bons juristes, avec aussi un peu un instinct de chasseur, vont maintenant aller traquer la faute du côté de l'ordonnateur, du gestionnaire public, mais d'abord de l'ordonnateur. Dans le cadre d'un champ d'infraction qui n'est pas exactement celui de la CDBF, mais qui donne pas mal de prises en réalité, ne serait-ce que si on songe à l'avantage injustifié, qui va donner, j'allais dire, beaucoup de grands à moudre aux collègues de la Chambre qui n'auront que ça à faire. Et donc, ça change quand même pas mal de l'administration précédente exercée par la CDBF. Alors, pour parer au risque contentieux qui risque de peser sur les ordonnateurs, eh bien, l'administration de Bercy n'a pas tardé à rehausser le contrôle et l'audit interne. Alors, si notre manifestation ce matin est centrée sur l'ordonnance du 23 mars 2022, il ne faut pas oublier que le 22 avril 2022, il y a eu un décret moins populaire, moins connu, qui porte, lui, sur le renforcement du contrôle et de l'audit interne dans les services de l'État. Et ce contrôle, eh bien, l'idée, c'est d'envoyer le signal que, j'allais dire, on a horreur du vide et que le contrôle et l'audit interne doivent se substituer dans une certaine mesure à la rigueur passée du jugement qu'on pouvait faire des comptes des comptables, mais au-delà de ça, essayer de parer aux erreurs, aux fautes qui peuvent être celles des gestionnaires, parce que quand il y a ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas, et essayer de faire en sorte, par le contrôle et l'audit interne, d'anticiper ces fautes et, j'allais dire, de les gérer les plus en amont possible pour éviter le contentieux à l'aval. Donc j'attire votre attention sur ce décret du 22 avril 2022 parce qu'il réforme et il donne un nouvel élan, en réalité, à ce champ de l'action publique, du contrôle et de l'audit interne. À ce point-là, et j'en arrêterai assez vite ma présentation dans la mesure où le temps nous est compté, j'attire l'attention sur le fait que si, pour les comptables publics, on risque d'aller vers le trop peu de contrôle, pour les ordonnateurs, on risque d'aller vers le trop. Et que le réflexe assez normal d'un ordonnateur, songeons par exemple à un directeur d'établissement public, voyant venir un régime de responsabilité quelque peu nouveau, en tout cas renouvelé, et peut-être plus exigeant que par le passé, il va assez naturellement avoir tendance à gonfler ces dispositifs de contrôle et d'audit interne pour se prémunir. Et que finalement, le défaut de responsabilité juridictionnelle soit compensé par un excès d'une responsabilité managériale qui passe par des outils qui peuvent être très tatillons, très compliqués à gérer par les services, voire parfois emboliser le fonctionnement d'un service. Songeons que dans de grands établissements publics, ceux qui engagent la dépense ne sont pas forcément l'ordonnateur principal de l'établissement public, mais des ordonnateurs qui sont délégués et qui, en cascade, peuvent avoir aussi à se prémunir de la mise en jeu de leur éventuelle responsabilité. Donc, en fait, le regain de contrôle et d'audit interne lié à cette réforme juridictionnelle de la responsabilité des gestionnaires publics, il peut impliquer, j'allais dire, un durcissement des règles de fonctionnement des établissements publics. Donc voilà, en conclusion, une réflexion un peu balancée de praticiens sur cette réforme. Les comptables en sortent gagnants, mais pas forcément l'ordre public comptable. Et il faudra trouver les moyens d'assurer cet ordre public comptable. Ça ne sera plus le rôle de la juge des comptes, ça sera maintenant peut-être le rôle de l'auditeur et du contrôleur interne. La balle est clairement dans le camp de la DGFiP. Pour les ordonnateurs, la question est différente. La question, c'est finalement d'une éventuelle crispation des outils de contrôle interne qui aboutissent non pas à emboliser, mais à rendre plus difficile la gestion publique par le jeu d'une internalisation d'une certaine façon de contrôle, se prémunir des excès du juge des comptes devenu juge de la responsabilité financière qui peuvent avoir tendance à inquiéter et peut-être à bon droit les ordonnateurs. Le fait est, je le dis souvent, notamment à Daniel Damarc, quand nous échangeons dans le cadre de la revue Gestion et Finances publiques, qu'on va rentrer dans une période d'incertitude de 1 à 2 ans, voire un peu plus, où il va falloir caler la jurisprudence et sortir, j'allais dire, de l'imaginaire de cette réforme pour entrer dans son concret. Mais dans cette période de 1, 2, voire 3 ans à venir, attention à ce que nous ne sombrions pas dans une forme de société du risque qui contrarie davantage encore une gestion publique déjà bien compliquée. Merci de votre attention.